Un général retraité de l'armée de l'air, ancien 2 étoiles lié à la recherche sur les ovnis, a disparu sans laisser de traces. Quelques jours après que Donald Trump a ordonné la publication des dossiers ovnis, les propos d'Hillary Clinton et sa déposition dans l'affaire Epstein ajoutent un nouveau rebondissement. Cela soulève toutes sortes de questions sur oui, les extraterrestres existent-ils et où est ce général? Nous allons tout analyser avec un détective privé. Aidez-nous à comprendre ce qui se passe réellement ici. Bienvenue dans Law and Crime Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, pouvons-nous être honnêtes sur quelque chose rapidement avant de commencer? Quand la plupart des gens regardent leur relevé bancaire, le nombre de commandes DoorDash au cours des 2 dernières années est probablement un peu embarrassant, non? J'ai vu un rapport qui va vous faire poser votre téléphone immédiatement. Pourquoi? Il y a de graves allégations selon lesquelles l'application aurait pu suivre votre position précise et la partager avec des tiers sans votre consentement, profitant potentiellement de données sensibles. C'est en fait un énorme problème de confidentialité. Mais voilà le truc. Morgan Morgan mène l'enquête. Si vous avez utilisé l'application entre 2023 et 2025, vérifiez facilement votre éligibilité à une réclamation. Si c'est le cas, vous pouvez obtenir une compensation. Rendez-vous sur forthepeople.com/sidebar, DoorDash, ou cliquez sur le lien dans la description pour une évaluation gratuite. Cela ne prend que 5 minutes ou moins et j'espère que vous pourrez y jeter un œil. Un général de l'armée de l'air à la retraite, ayant apparemment des liens avec l'un des sites de recherche sur les ovnis les plus célèbres des États-Unis, semble avoir disparu à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le général de division William McCaslin, ancien commandant du laboratoire de recherche de l'armée de l'air à la base aérienne de Wright-Patterson, est porté disparu depuis près d'une semaine. Le bureau du shérif demande actuellement des informations. Le FBI participe actuellement aux recherches. Et le moment de sa disparition, survenu quelques jours seulement après ses nouveaux appels à la publication des dossiers gouvernementaux sur les ovnis, a évidemment suscité une vive curiosité. Selon les autorités, le 27 février au matin, McCaslin a disparu sans laisser de traces. Aucun témoin, aucune description vestimentaire ou direction connue. Pour être clair, on ne peut pas ignorer ce timing, mais on ne dit pas que c'est lié, il faut juste le mentionner, d'accord? 8 jours avant la disparition de McCaslin, le président Donald Trump a publié ce message sur Truth Social. Vu l'intérêt suscité, je demanderai au secrétaire à la guerre et aux autres départements et agences de lancer l'identification et la publication des dossiers gouvernementaux sur la vie extraterrestre, les aliens, les phénomènes aériens non identifiés et les objets volants non identifiés. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Hillary Clinton, n'est-ce pas, l'ancienne secrétaire d'État, ancienne première dame, a été entendue lors d'une déposition dans le cadre de l'enquête des républicains de la Chambre sur Jeffrey Epstein. Souvenez-vous, nous en avons parlé. Nous l'avons couvert sur CIBAR, la commission de surveillance de la Chambre. Maintenant, l'interrogatoire ne portait pas sur les ovnis, mais ce sujet a brièvement été évoqué. Écoutez ceci. Quand votre mari était président, c'est Lawrence Rockefeller qui a tenté de révéler des informations sur les ovnis, les pannes. Lors de votre candidature à la présidence, John Podesta a affirmé publiquement que vous rendriez ces dossiers publics si vous en aviez l'occasion en tant que présidente. Êtes-vous satisfaite que ces dossiers puissent enfin être rendus publics? Je suis satisfaite, comme je l'ai dit. Donc vous avez entendu le nom de John Podesta qui a été le directeur de campagne d'Hillary Clinton en 2016. Il a été chef de cabinet de la Maison-Blanche avec Bill Clinton, puis conseiller principal de Barack Obama. C'est ici que les choses prennent une autre tournure. En 2016, Wikileaks a publié des milliers d'emails provenant du compte de Podesta, et cela incluait des messages de Tom DeLonge, le guitariste du groupe Blink-182, qui depuis est devenu très impliqué dans des projets de recherche sur les ovnis. Dans ses emails, DeLonge affirmait qu'il travaillait avec des personnes liées à l'armée sur des initiatives en rapport avec les ovnis. L'une des personnes qu'il a nommées était le général William McCaslin. DeLonge a écrit que McCaslin l'avait conseillé et aidé à contacter des conseillers potentiels pour sa recherche, bien que McCaslin ne semble pas avoir confirmé cela. Voici la chronologie. Le 19 février, le président annonce vouloir publier des dossiers gouvernementaux sur les ovnis. Le 26 février, Hillary Clinton est interrogée sur la divulgation des ovnis lors d'une déposition et fait référence à l'intérêt de longue date de Podesta pour le sujet. Et le lendemain, le 27 février, le général William McCaslin est déclaré disparu à Albuquerque. D'accord. Encore une fois, pour être clair, il n'y a aucune preuve reliant ces événements entre eux et les autorités n'ont suggéré aucun lien. Mais franchement, comment pourrais-je ne pas en parler? La disparition d'un général de l'armée de l'air à la retraite
lié à un grand laboratoire de recherche et mentionné dans d'anciennes discussions sur les révélations d'OVNI, attire naturellement l'attention alors que le sujet est d'actualité. Et que lui est-il arrivé? Qu'est-il réellement arrivé à McCaslin? Voici donc ce que les enquêteurs disent savoir jusqu'à présent et pourquoi cette disparition suscite énormément de curiosité. Selon le bureau du shérif du comté de Bernalillo, William Neil McCaslin a 68 ans. Il mesure environ 1,80 m, pèse environ 73 kg, a les cheveux blancs et les yeux bleus. Le 27 février au matin, il a été vu pour la dernière fois près de Quail Run Court NE à Albuquerque. Le bureau du shérif a diffusé au public un bulletin de personnes disparues. Les autorités disent qu'elles n'ont pas de description de ce qu'il portait. Elles ne savent pas dans quelle direction il est allé. Ce qu'ils ont dit, et cela vient directement de ce bulletin, c'est que McCaslin a des problèmes médicaux non spécifiés. En raison de ces problèmes, les forces de l'ordre s'inquiètent pour sa sécurité. Je voudrais en parler davantage. Mais le bureau du shérif a spécifiquement demandé aux résidents du quartier Quail Run de vérifier toutes les images de leurs caméras de sécurité du matin du 27 février, les caméras de sonnette, les caméras d'allée, tout ce qui aurait pu filmer McCaslin ou un véhicule quittant cette zone. Revenons maintenant à McCaslin. Selon sa biographie officielle de l'US Air Force, William McCaslin est diplômé de l'Académie de l'armée de l'air en 1979 avec une licence en ingénierie astronautique. Pendant 34 ans, il a exercé divers rôles en recherche spatiale, acquisition et opération, notamment au Bureau national de reconnaissance et au Pentagone. Le Bureau national de reconnaissance est l'une des agences de renseignement les plus secrètes du pays et gère les satellites espions américains. Donc évidemment, vous n'allez pas en savoir beaucoup à ce sujet. Mais McCaslin ne faisait pas que de la recherche, il participait à des travaux d'un niveau d'habilitation bien supérieur au top secret. Mais le poste qui compte le plus, du moins pour cette histoire, du moins pour les circonstances que nous essayons de comprendre, est arrivé en 2011. Selon les archives de l'US Air Force, McCaslin a alors pris la tête du laboratoire de recherche de l'armée de l'air à la base Wright-Patterson, Ohio. Il a occupé ce poste jusqu'à sa retraite de l'US Air Force en octobre 2013. Le Dayton Daily News et d'autres médias ont souligné l'importance de ce poste, car McCaslin supervisait le programme scientifique et technologique de 2,2 milliards de dollars de l'US Air Force, ainsi que 2,2 milliards de dollars supplémentaires en R&D financés par des clients. Et voici pourquoi cela compte pour le lien apparent avec les ovnis. La base aérienne de Wright-Patterson était le siège du projet Blue Book. C'est selon un article publié par l'Université d'État de l'Ohio intitulé L'enquête de l'armée de l'air sur les ovnis. Selon cet article, le projet Blue Book a été mené de 1952 à 1969 et au cours de ces 17 années, les enquêteurs ont examiné près de 13 000 signalements d'observation d'ovnis. Et parmi celles-ci, 701 restent officiellement classées comme non identifiées. Le même article indique que le projet Blue Book a été lancé par le gouvernement américain pendant la guerre froide, motivé par des préoccupations de sécurité et, selon l'auteur, par l'obsession américaine pour les extraterrestres. Cet article présente également le croquis original de 1947 du pilote Kenneth Arnold, l'homme dont la description de soucoupe volante a lancé l'ère moderne des ovnis, ainsi que des gros titres issus de la frénésie des disques volants qui a suivi. Le programme a conclu que les ovnis ne représentaient pas une menace pour la sécurité nationale et n'a trouvé aucune preuve de technologie extraterrestre. Mais cet endroit, ce laboratoire spécifique à Wright-Patterson, est au centre du folklore ovni depuis des décennies. Pourquoi? En partie à cause des rumeurs persistantes selon lesquelles des débris de l'incident de Roswell en 1947 y auraient été transportés, bien que cela n'ait jamais été confirmé officiellement. Ce n'est pas surprenant. Elles expliquent pourquoi Wright-Patterson revient souvent dans la recherche sur les ovnis. Et cela nous ramène à McCaslin. Il a dirigé ce laboratoire de 2011 jusqu'à sa retraite. Et lors de sa cérémonie de passation de commandement en juillet 2013, la générale Jeannette Wolfenbarger, alors commandante du commandement du matériel de l'armée de l'air, a déclaré ceci. C'est selon une publication de l'armée de l'air. Citation. Le général McCaslin a joué un rôle clé dans le développement de plusieurs capacités uniques que ce pays utilise non seulement aujourd'hui, mais sur lesquelles il comptera à l'avenir pour faire face aux menaces émergentes. Ces contributions laissent un impact positif durable sur le laboratoire de recherche de l'armée de l'air, le commandement du matériel de l'armée de l'air et notre armée de l'air, et continueront à fournir à cette nation un avantage technologique pour les décennies à venir. Et donc McCaslin prend sa retraite et reste au Nouveau-Mexique. Nous savons qu'il connaissait bien la région. Sa biographie dans l'armée de l'air montre qu'il a déjà commandé le site de recherche Phillips à la base aérienne de Kirtland à Albuquerque. Il était là jusqu'au 27 février quand les autorités disent qu'il serait parti sans son Apple Watch ni son téléphone.
Une alerte pour disparition inquiétante a été déclenchée pour des raisons de sécurité liées à un problème médical. Et des amis qui se sont confiés que Dayton Daily News le décrivent comme un randonneur passionné, un cycliste, un skieur. Donc c'est quelqu'un qui connaissait la nature, qui savait comment prendre soin de lui dans des terrains difficiles. Cela vous donne une idée de ce qui a peut-être pu se passer. Je souhaite faire intervenir un enquêteur spécialisé pour nous éclairer sur la suite dans ce type de cas de disparition. Il va expliquer ce que cherchent les policiers, comment se déroule la chronologie et si ces éléments sont importants pour retrouver une personne disparue. Mais avant même de le faire intervenir, je veux juste reposer le contexte sur un point, une fois de plus, concernant ce qui s'est passé dans les jours précédant la disparition de McCaslin, parce que le timing va être un élément sur lequel nous allons devoir poser des questions directement. Le 26 février, Hillary Clinton a été entendue lors d'une déposition dans le cadre de l'enquête Epstein menée par les républicains de la Chambre. À un moment donné, la conversation a porté sur les ovnis. Nous vous en avons déjà montré un extrait. Voici l'échange complet. Lorsque votre mari était président, c'est Lawrence Rockefeller qui a tenté de révéler des informations sur les ovnis, les pannes. Lorsque vous étiez candidate à la présidence, John Podesta a déclaré publiquement que vous rendriez ces dossiers publics si vous en aviez l'occasion, si vous aviez été présidente. Êtes-vous satisfaite que ces dossiers soient enfin rendus publics? Je suis satisfaite. Comme je l'ai dit, je pense qu'ils doivent être examinés avec soin afin qu'aucune information relevant de la sécurité nationale ne soit divulguée. Mais c'est une question vraiment importante pour beaucoup de gens. Et je pense que tout ce qui peut être rendu public devrait l'être. Y avait-il un programme spécifique auquel cela faisait référence et dont vous étiez au courant? Je ne l'étais pas. Comme vous l'avez mentionné, John Podesta, qui était l'un de mes conseillers, s'intéressait profondément à cette question. Et si j'avais été élu, j'aurais certainement écouté ses conseils. Merci de vous être prêté à cela. Pour nous aider à comprendre tout cela, nous recevons un ami de l'émission, Steve Fisher, détective privé spécialisé dans les affaires de personnes disparues. Puisque Steve est avec nous, il vient de finir une mission de recherche et de sauvetage. Il loge actuellement à l'hôtel. Voici le dévouement de Steve pour notre émission. Merci beaucoup, Dame Steve, d'être avec nous. Nous apprécions vraiment. Oui, merci de m'avoir invité. Donc, je viens de tout exposer. Le parcours du général, le lien avec Wright Patterson, l'annonce de Trump, la déposition de Clinton, les emails de Podesta. Je veux commencer par une grande question ici. Quand on examine une affaire de disparition comme celle-ci, qui est très différente, avec tout ce qui se passe autour, tout ce contexte qui l'entoure, on ne peut pas l'ignorer. Comment faites-vous en tant qu'enquêteur pour commencer à trier? Je suppose que c'est la meilleure façon de le dire, ce qui pourrait être pertinent et ce qui pourrait n'être que du bruit. Et c'est tout l'enjeu ici, c'est de faire le tri parce que avec le passé de cette personne et vous savez, il va y avoir énormément de bruit, de discussions, de complots. Et en tant que secouristes, nous ne savons pas, vous savez, nous ne pouvons nous baser que sur ce que nous avons réellement. Et je pense que ce qui a été, vous savez, ce que je regarderais si j'étais l'un des commandants de la recherche, ce serait le fait que le téléphone et la montre aient été laissés derrière. Et il y a cette discussion sur, eh bien, ils ont activé le... Donc, je pense qu'il y a une Silver Alert lancée à cause de certains problèmes de santé. Et bien qu'il semble être un homme très en forme, physiquement actif, il parle d'un certain problème de santé. Donc, il semble qu'il se passe quelque chose là-bas. Mais il ne peut pas ignorer, vous savez. Son passé. Pourquoi est-il important qu'ils aient déclenché la Silver Alert? Eh bien, il l'active quand quelqu'un est vulnérable, particulièrement vulnérable. Et généralement, c'est parce qu'ils dépendent de médicaments ou qu'ils ont un problème de santé sous-jacent qui fait qu'ils ne pourraient peut-être pas survivre, vous savez, quelques jours dehors, exposés aux éléments. Et c'est un gars qui, d'après ce que j'ai entendu des témoignages de ses amis, est super actif et connaît très bien la région. Et l'un de ses amis l'a même décrit comme un skieur de niveau olympique. Donc, il est super en forme physiquement, connaît la nature sauvage, a un passé militaire, mais ils ont quand même déclenché une Silver Alert. Ça me fait me demander s'il a peut-être reçu un diagnostic récent ou quelque chose comme ça, tu sais, dans ce genre-là. Mais ce n'est que de la pure spéculation. Ce n'est pas forcément une situation où, parce qu'il y a une Silver Alert, on dit qu'il y a une incapacité mentale. Ils sont partis d'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe. Cela pourrait aussi être, par exemple, le cas de Nancy Guthrie qui devait prendre des médicaments quotidiennement. Et si elle n'a pas accès à ce matériel, à ces médicaments, cela pourrait avoir, vous savez, des conséquences graves. Est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça? Vous savez, il recevait, encore une fois, je ne connais pas ses antécédents médicaux,
mais cela pourrait simplement être un problème de santé nécessitant qu'il soit retrouvé rapidement. Absolument. Et le fait est qu'ils sont tellement stricts et préoccupés par les violations de la loi HIPAA que les secouristes ne savent probablement même pas quelle est cette condition médicale. Les commandants de la recherche le savent, mais ils ne disent probablement même pas. Ils disent juste que c'est quelqu'un qui est dépendant. Mais au lieu d'être une personne disparue volontairement, c'est quelqu'un de particulièrement vulnérable. C'est un peu comme une alerte enlèvement pour les enfants, vous voyez. Je veux vous parler de cette chronologie, d'accord? Je précise encore une fois, car les enquêteurs ne relient pas forcément ces éléments. Nous ne les relions pas, nous posons juste des questions. Je pense que c'est nécessaire. Quand vous regardez cette chronologie, juste au moment où ils vont parler de la publication de ces documents sur les pannes ou ovnis, est-ce que cela vous alerte d'une quelconque manière? Ou est-ce que vous mettez simplement ça de côté, vous vous concentrez uniquement sur les faits concrets? Dites-moi. Il faut essayer de mettre ça de côté et se concentrer sur la théorie de la recherche, mais même si les enquêteurs n'en parlent pas, c'est toujours dans un coin de leur tête. Je veux dire, c'est difficile à ignorer, mais la plupart du temps, ce ne sont que de drôles de coïncidences, vous voyez. Et vous savez, ce qu'il faut se dire, je suppose qu'en ce qui concerne la recherche, avec ce contexte, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une réponse massive. Et vous savez, j'ai eu une affaire en juillet dernier concernant un scientifique du JPL, un scientifique de la NASA qui a disparu dans le parc national de Los Angeles. C'était ma première participation à une recherche avec la Garde nationale et leur Black Hawk. Je pense qu'ils réagiront pareil pour ce monsieur. Ils mobiliseront tout le monde. Tous seront impliqués. Ce sera une réponse massive. C'est déjà le cas. Point intéressant. Le bureau du shérif reste l'agence principale, mais le FBI et le bureau d'Albuquerque apportent désormais leur aide. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous voyons cela et ce que cela signifie réellement? Quand le FBI est impliqué dans une affaire de disparition, à quoi ressemble leur assistance de leur point de vue? Que font-ils? Et pourquoi seront-ils nécessaires dans une affaire comme celle-ci? Il y a donc plusieurs façons différentes. Ils ont été sollicités, vous savez, donc les agences peuvent solliciter l'aide du FBI si ce n'est pas dans sa juridiction. Donc si ce n'était pas, vous savez, forêt nationale ou autre, mais ils peuvent demander l'aide du FBI. Et beaucoup d'agences, comme on l'a vu à Tucson peut-être, sont hésitantes. Et beaucoup d'agences acceptent cette assistance. Donc, le FBI sera là en tant qu'agence de soutien parce que la juridiction locale sera en charge, mais ils ont beaucoup plus de ressources. Et puis, si vous faites appel aux gardes-frontières, leur capacité de recherche, leurs chiens et leurs hélicoptères, si la Garde nationale intervient, comme je le pense, vous disposerez de capacités d'imagerie thermique et de matériel militaire impressionnant. Et même si ce sont des agences de soutien, personne ne leur dit vraiment quoi faire. C'est comme si on leur donnait des zones de recherche avec des capacités bien supérieures à celles des shérifs locaux. Qu'en est-il de la connexion avec l'armée de l'air? Le bureau du shérif dit qu'il coordonne avec la base aérienne de Kirtland. Mais McCaslin a de nouveau pris sa retraite, je crois, en 2013. D'après ce que nous savons, il mène une vie de civil depuis plus de 10 ans. Pourquoi la base aérienne serait-elle impliquée? Quel rôle jouerait-il dans une affaire comme celle-ci? Mon avis, et ce n'était qu'une supposition, c'est simplement parce qu'il occupait un poste très élevé. Et vous savez, il y a ce lien-là. Il ne faisait pas que passer, il dirigeait de grands programmes là-bas. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est la même chose que ce que nous avons vu avec ce scientifique du JPL. Vous savez, c'est ce que c'était. Quelqu'un de la NASA a demandé de l'aide à une agence fédérale en disant « Hey, un de nos scientifiques a disparu lors d'une randonnée. » Avant même que vous ne le réalisiez, tous étaient prêts à aider. Je pense que ce sera sans doute pareil ici. Mais vous savez qui c'est? De façon générale, d'accord. Même si on met de côté ces états de service, son passé, aucun témoin confirmé, aucune description vestimentaire publiée, aucune direction connue de déplacement, il a simplement disparu. Ça fait, vous savez, un petit moment maintenant. Est-ce que c'est étrange? Est-ce que c'est très inhabituel? Ou bien vous me dites, Jesse, écoutez, ça arrive parfois dans les affaires de personnes disparues. Tu sais, ce n'est pas forcément un cas exceptionnel. Le téléphone portable et la montre laissée derrière, on voit ça souvent. Et ce n'est pas bon signe. Je me demande s'il a reçu un diagnostic ou quelque chose comme ça récemment. Mais quand on voit ces dispositifs de suivi laissés derrière, ces appareils qui peuvent être localisés,
Et quelqu'un comme lui qui connaît vraiment la nature et ils ne l'ont pas retrouvé dans les 4 premiers jours, avec beaucoup de moyens. Je me demande s'il l'a voulu, s'il, vous savez, s'il se passe quelque chose dans sa vie où il, vous savez, il ne voulait pas être retrouvé. Et d'ailleurs, pour être clair, on ne sait pas ça avec certitude. Et pour être clair aussi, les autorités n'ont pas, vous savez, déclaré publiquement qu'il y avait eu acte criminel, n'est-ce pas? Qu'il s'agissait d'un enlèvement, que c'est une enquête criminelle. Vous voyez cette mobilisation de plusieurs services pour essayer de le retrouver. Nous avons évoqué McCaslin en tant que personne, pas en tant que général. Sa femme a dit qu'il aime la nature et qu'il est un skieur passionné. C'est un randonneur. Mais je veux parler de le sujet incontournable, car il serait faux de dire que ce n'est pas en partie la raison de notre présence. Le nom du général McCaslin figure dans les emails piratés de Podesta, mentionnés plus tôt, datant de 2016. Vous savez, Tom DeLonge, le guitariste de Blink 182 et chercheur sur les ovnis, a écrit à Podesta en affirmant qu'il travaillait avec McCaslin, que McCaslin l'avait aidé à constituer son équipe de conseillers et que McCaslin savait ce qu'il essayait d'accomplir. D'après les documents examinés par le magazine Rolling Stone, dans un échange, DeLonge semblait écrire à Podesta. Après l'incident de Roswell, l'appareil a été envoyé au laboratoire de la base aérienne de Wright-Patterson. Le général McCaslan était responsable de ce laboratoire précis jusqu'à il y a quelques années. Il sait ce que j'essaie d'accomplir et a aidé à former mon équipe de conseillers. C'est un homme important. Maintenant, voici ce sur quoi nous devons être clairs. Selon Newsweek, il n'existe aucun dossier officiel indiquant que McCaslan a réellement conseillé DeLonge. Le général lui-même n'a jamais confirmé ni démenti cela. Et d'ailleurs, pour ajouter une autre dimension ici, DeLonge a passé des années à se forger une crédibilité dans ce domaine. Il a fondé To the Stars Incorporated, a écrit une tribune dans Newsweek en 2019, affirmant que l'Amérique enquête sur les ovnis depuis des années. Et il est apparu dans une docu-série Netflix sur le sujet. Donc, que McCaslin ait réellement été impliqué ou non, nous savons que DeLonge s'est positionné comme quelqu'un ayant un accès privilégié. Steve, je me tourne vers toi pour cela. Écoute, l'une des choses auxquelles je pense, encore une fois, le sujet incontournable, c'est supposons qu'il y ait eu acte criminel ici. Supposons que cela soit lié à son passé. Cela n'aurait-il pas été fait d'une manière qui n'aurait pas alerté les autorités ou le public sur le fait qu'il a disparu? Je veux dire, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à considérer, non? Cela crée maintenant encore plus de remous. Ça fait la une des journaux. Les gens s'y intéressent. Ça paraît encore plus suspect. Donc, pour ceux qui pourraient croire qu'il lui est arrivé quelque chose en lien avec son passé, je ne sais pas si c'est la façon dont on s'y prendrait. Ces personnes continueront à croire cela, quoi qu'il arrive, et font le plus de bruit. Les mettre en avant ne fait que leur donner plus d'importance. Je ne pense donc pas qu'on agirait ainsi. En fait, sa femme, j'ai vu une citation d'elle où elle disait qu'elle ne croyait pas, qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner un acte criminel. Mais ce type a un passé très intéressant, mais il faut comprendre aussi que tout ce qui concerne les ovnis n'est pas forcément lié aux extraterrestres. C'est tout ce qui est, vous savez, ces ballons météorologiques, ces ballons espions et tout ce qui est de nature non identifiée. Il travaillait sur des systèmes de propulsion, c'est très intéressant. Il connaît beaucoup de choses, mais comme tu l'as dit, il est à la retraite depuis longtemps. Donc, je pense que ça va juste finir par être du bruit, une coïncidence, et qu'il se passait autre chose. Mais bon, on ne sait jamais. Nous vivons une époque tellement étrange. C'est très étrange. Et je me demande quelle est votre capacité à vraiment examiner sur quoi il travaillait, quel est son passé. Je suppose que tous ces dossiers seraient classifiés, que vous soyez détective privé, police locale, ou que seul le FBI y ait un meilleur accès. Jusqu'où peuvent-ils aller pour consulter ces dossiers? Cela me semble très complexe. Je ne fais que spéculer, mais j'imagine que seules quelques personnes au FBI peuvent accéder à ces informations et elles ne participent pas aux recherches. Ce sont les plus hauts responsables. Ce sont des choses classifiées au niveau militaire, même au sein de l'armée. Je veux dire, je n'imagine pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui y aient accès. Donc, l'enquêteur privé, en tant que participant aux recherches, shérif ou adjoint du shérif, n'a probablement aucun accès. Ils n'ont probablement rien, vous voyez, donc ils ne peuvent même pas vraiment en tenir compte, à part des spéculations. Je ne pense pas que quelqu'un leur fasse un briefing sur ce qu'ils savaient exactement, sur quoi ils travaillaient et ce genre de choses. Tout cela va sûrement rester top secret, je pense. Avant de vous laisser partir, je voudrais revenir sur cette théorie que vous avez et dont vous avez parlé. Elle pourrait être tout à fait vraie. S'il avait affaire à une situation où quelqu'un est parti volontairement, d'accord?
À quel point est-ce difficile d'éviter d'être détecté? À quel point est-ce difficile d'éviter d'être retrouvé par les autorités si toutes ces agences enquêtent? J'ai déjà vu des cas comme ça auparavant, parfois dans des terrains montagneux ou sauvages. Mais à quel point serait-il difficile pour quelqu'un de simplement partir et de ne pas être retrouvé? Eh bien, quelqu'un qui connaît bien la nature peut en fait, s'il réfléchit bien, y arriver. En général, ce qui se passe dans ces situations, c'est qu'ils sont retrouvés dans l'eau. Et vous savez, il faut attendre un certain nombre de jours avant, vous savez, à cause de ce que font les corps lorsqu'ils sont dans l'eau. Mais certaines personnes, vous savez, on va découvrir que, disons, elles ont reçu ce diagnostic et elles décident simplement qu'elles ne veulent pas vivre avec ça. S'ils ont une assurance vie ou autre, ils se cachent parfois au mieux car les assurances ne paient pas si les gens mettent fin à leur jour. Donc, vous savez, les gens réfléchissent à tout ça. C'est difficile. Mais un type comme lui, connaissant la montagne et ayant une expérience militaire, peut compliquer la situation. Je suppose que s'il y a des plans d'eau, on verra des recherches intensives dans l'eau. Et encore une fois, pour être 100% clair, tout cela, ce ne sont que des spéculations. Ce ne sont que des théories. Nous ignorons encore les circonstances exactes de sa disparition et pourquoi il reste introuvable. Oui, En recherche et sauvetage, on se base, vous savez, sur les statistiques du passé comme les repères que nous observons. En fait, ce sont des modèles qui sont construits ou maintenus par le ministère de la Justice auxquels nous avons accès et ça prend tout en compte. Donc, ça nous donne simplement des probabilités et ils ont certains repères pour cela. Mais je n'ai aucune information interne sur ce qui se passe dans ces recherches. Donc, c'est simplement basé sur des probabilités. Espérons qu'il soit blessé mais vivant et qu'ils le retrouveront. Steve Fisher, merci beaucoup pour votre temps. J'apprécie vraiment. Merci. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici à Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À bientôt à tous.